Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nahel avait 17 ans. Il a été exécuté par un policier qui a tiré à bout portant après un refus d'obtempérer. C'était le 27 juin dernier à Nanterre. Pourtant, le code pénal prévoit pour le délit de refus d'obtempérer 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Alors pourquoi Nahel a été condamné à la mort? Pourquoi Nahel a pris perpète, comme Zaïd Bouna à Clichy-sous-Bois avant lui, comme Larami et Mouhsine à Villiers-le-Bel avant lui? Les populations des quartiers populaires en ont assez de parler leurs enfants au passé. Les jeunes des quartiers populaires en ont assez d'entrevoir la mort à chaque contrôle de police. Et quand ils marchent pacifiquement pour honorer la mémoire d'un des leurs, la police se dresse sur leur chemin pour neutraliser leur colère à coups de gaz lacrymogène. Alors ils se révoltent. Et leur rage est contagieuse. Hier soir, pour la 3e nuit consécutive, les révoltes ont éclaté dans les quartiers populaires, en région parisienne, à Mantes-la-Jolie, Nantes, Strasbourg, Paris et même en Guyane. Et pour mater la colère, le gouvernement a mobilisé 40 000 agents policiers et gendarmes. C'est 3 fois plus qu'au pic des révoltes de 2005, fait remarquer le sociologue Marwan Mohamed, qui ajoute « Le pouvoir a probablement été surpris par la rapidité de la solidarisation des quartiers et de la nationalisation des protestations. Pas certain que cela suffise. » Et pourtant, on a en mémoire le discours d'un Emmanuel Macron qui appelait à l'apaisement. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Nahel, et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés, que la justice passe. Une prise de parole qui contraste avec celle de son ministre de l'Intérieur, qui s'est montré beaucoup plus vindicatif la veille. Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin, manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. Le gouvernement a finalement choisi de s'aligner sur la ligne dure, la ligne offensive d'un Gérald Darmanin qui découvre curieusement le principe de présomption d'innocence d'un policier pourtant filmé. Tiens, ça nous rappelle les éléments de langage d'un syndicat de police. Est-ce que les images ne parlent pas d'elles-mêmes? C'est d'ailleurs ce que dit Mme Borne. La seule chose qu'on demande, allez Marshall, c'est que c'est Olivier Truchot, les policiers ne sont pas des sous-hommes. Les policiers ne sont pas des sous-hommes, nous ne sommes pas une sous-race. C'est-à-dire qu'on a le droit, nous aussi, à la présomption d'innocence. Bien sûr que les images peuvent être choquantes, peuvent être marquantes, mais pourquoi ne laisse-t-on pas la justice travailler tranquillement? Si le policier a fait une erreur, croyez-moi que la justice ne nous fera pas de cadeau. Elle a toujours été très impartiale à notre égard et croyez-moi que souvent elle condamne assez fortement les policiers. Et vu la proportion qu'a pris cette affaire, il n'y aura aucun cadeau de fait envers ce policier. Donc s'il y a faute, il sera sanctionné. Mais Rudy Mana, vous êtes un policier, vous êtes un policier suffisamment expérimenté, vous avez vu cette vidéo, selon vous, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute? Écoutez, quand je vois la vidéo sous cet angle-là, je ne veux pas me prononcer cette affaire. La justice le fera. Effectivement, la vidéo, elle est marquante, elle est choquante, mais il y aura peut-être d'autres vidéos. Est-ce que la voiture met en danger vos collègues? Est-ce qu'elle fonce sur vos collègues?
Non, ils sont sur le côté. Je ne vais pas vous dire qu'elles foncent. Si vous me demandez de commenter la vidéo, je ne vais pas vous dire qu'elles leur foncent dessus puisqu'ils sont sur le côté. Le problème, c'est qu'il y a aussi un mur derrière et que la voiture colle les collègues contre le mur. Ça, c'est pas à moi de le définir. C'est à la justice de le définir. Et comme je vous le dis, s'il y a faute, ce collègue-là sera sanctionné judiciairement et sera sanctionné administrativement. Mais de grâce, ce tribunal médiatique, cette récupération politique, je vous le dis de manière très claire, là, il y a les vautours qui sont arrivés et ils commencent à se jeter sur le cadavre de ce collègue qui est en train d'être... Il n'y a qu'un seul cadavre. Il n'y a qu'un seul cadavre. Rudy Mana, c'est celui de ce jeune homme. Oui, mais vous avez bien compris. En fait, aux yeux d'Alliance Police, tout le monde se jette sur cet lui, homme qui est mort... Pardon, messieurs. Attendez, monsieur Mana, attendez une seconde, monsieur Mana. Vous avez vu ? Je pense à la famille. Éric Zemmour et Éric Ciotti, les deux Éric, réclament depuis hier le déclenchement de l'état d'urgence, une mesure que le gouvernement repousse, mais jusqu'à quand ? Pour le moment, Emmanuel Macron envisage de censurer les contenus des réseaux sociaux qui alimenteraient toute cette violence. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et des demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Emmanuel Macron continue de marcher avec des œillères et refuse de voir les véritables responsabilités, les leurs. Alors on s'y attelle à sa place ici aux médias avec nos invités Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, et Julien Terry, historien. C'est le fond de l'info. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron semble avoir trouvé un coupable à la révolte qui gagne le pays, les réseaux sociaux qui éduquent notre jeunesse à la violence. Les réseaux sociaux nous rappellent les mauvais parents qui auraient enfanté de sauvageons responsables des révoltes en 2005. Je vous propose de réécouter les propos de Jean-Pierre Chevènement qui était à l'époque maire de Belfort. Il faut que les parents fassent leur devoir. Encore une fois, ce que nous vivons, c'est une crise de l'éducation. J'ai employé jadis le mot de sauvageon et il dit bien ce que cela veut dire. Ce sont des arbres non greffés, des enfants qui n'ont pas eu, de la part de leur famille ou des institutions, les éléments d'éducation qui sont nécessaires. Oui, ça a certainement mieux à faire que de tirer par les pieds des spécialistes des sit-ins. Je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds. Où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins, ou bien encore on aimerait voir les CRS sur les pistes de ski, où ils assurent aussi la sécurité. Disons que la police elle a beaucoup de choses à faire. Moi on me la demande partout, tout le monde me demande des renforts. Alors, ce n'est ni la police, ni la loi de 2017 qui assouplit les conditions du recours à la légitime défense dans le cas des refus d'obtempérer qui est responsable de toute cette violence. Ce sont les mauvais éducateurs. Oui, puis les réseaux sociaux aussi, on l'a vu d'après Emmanuel Macron. Mais au fond, le plus marquant, me semble-t-il, à cet égard, de son point de vue, c'est ce qu'il a dit spontanément à ses premières déclarations après la mort de ce jeune homme. Il a échappé comme ça, c'est inexplicable. Sur son ton habituel, plein de componction, comme une sorte de curé qui s'adresse à ses ouailles le dimanche. Il faut un culot absolument extraordinaire pour dire une chose pareille.
de la part de quelqu'un qui nous a expliqué que les problèmes climatiques de l'été dernier, personne n'aurait jamais pu imaginer qu'ils auraient lieu. C'est pas très surprenant, mais c'est quand même tout à fait sidérant. Et il faut qu'il ait l'absolue certitude pour dire une chose pareille. Donc, la mort de ce garçon par un tir policier est tout à fait inexplicable. Il faut qu'il ait la certitude qu'il n'aura jamais personne devant lui, qui que ce soit, et surtout pas un journaliste digne de ce nom, pour lui opposer les faits. C'est-à-dire que non seulement c'était parfaitement explicable par cette loi de 2017, c'est l'élément le plus récent, de Cazeneuve qui donne un permis de tuer en fait, et il faut le rappeler, qui a été institué par un gouvernement censément de gauche, mais aussi par toute une histoire récente et lointaine du rapport de l'État et de la police avec les populations issues de l'immigration récente. C'est parfaitement explicable, parfaitement expliqué, c'était parfaitement prévisible, on peut aussi prévoir que ça va se reproduire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Kawthar Archi, cette écrivaine, me semble-t-il, a été très claire et très juste quand elle a dit « Ce garçon, Naël, il était tuable ». Il a été tué, mais avant d'être tué, il était tuable. Parce qu'il appartient à une catégorie de la population, et c'est tout à fait tout blanc, parce que ça nous renvoie au fond à une situation d'apartheid larvé. L'apartheid, c'est la séparation d'une partie de la population par rapport au reste de la population. Et le fait que de facto, je ne parle pas dans la loi, mais de facto, dans la pratique, un certain nombre de gens n'aient pas les mêmes droits que les autres, ne soient pas traités de la même manière que les autres au quotidien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues qui sont enseignants dans le secondaire, et ceux qui sont enseignants dans des quartiers défavorisés savent très bien que tous les garçons de leur classe qui sont noirs ou arabes ont à un moment ou à un autre, et en général régulièrement, été arrêtés par la police, rudoyés, tutoyés, pour des contrôles. Voilà. On sait aussi la mort de Ziad Ebouna qui s'enfuyait alors qu'ils sortaient, je crois, d'un match de foot parce que tout à coup ils ont été coursés par deux policiers et ils sont morts en essayant de se cacher. C'était l'indice de quelque chose que l'on sait aussi, à savoir que dans ces quartiers, il y a une espèce de harcèlement policier permanent contre les populations. Et les policiers eux-mêmes se considèrent en guerre dans ces quartiers. Voilà. Tout ça est héritier sur le long terme du passé colonial. La France est malade de son passé colonial. Le racisme systémique de l'État français est lié au passé colonial, à des habitudes qui ont été prises, notamment par les forces de l'ordre à cette occasion. Le 14 juillet prochain, on va célébrer, je crois, les 70 ans de la manifestation du 17 juillet donc 1953, au cours de laquelle 7 manifestants, dont 6 Algériens qui appartenaient au parti indépendantiste de l'Algérie, ont été tués par balle par la police française, des membres du parti de Messali Hadj. Tuer des Algériens, considérés, ou des gens issus de l'immigration, ou des gens issus de l'immigration, j'allais dire presque, en reprenant cette extraordinaire terminologie du président Sarkozy, venu du haut de l'État, des musulmans d'apparence, c'est absolument tout un programme, c'est une formulation de Sarkozy, ou tuer des gens noirs, c'est bien plus possible que de tuer des bons blancs. Voilà. Donc, quand le président de la République nous dit « c'est inexplicable », il insulte vraiment notre intelligence. Alors, il est parfaitement cynique sans doute aussi. Reste à savoir combien de temps il va pouvoir continuer à faire ça. Alors pour rebondir sur cet article de Kawthar Archi, elle dit également « Naël a voulu garder cette vie que la police allait lui prendre et cela est intolérable, n'est-ce pas ? Qu'un homme racisé tienne à la vie, défende sa vie, lutte pour elle n'est pas tolérée. » Après, c'est une question de dynamique des faits. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. Il est clair que c'est une exécution. Il est clair qu'en fait, c'est une exécution à deux et pas un seul. Il semble qu'en fait, le conducteur, donc Naël, prenait des coups de crosse d'un des policiers pendant que l'autre le mettait en joue. Voilà, que la voiture avançait. Enfin, de toute façon, donc, quel que soit... Il fuyait pour protéger leur vie. La voiture a avancé alors que, indépendamment de sa volonté à lui. Mais en tout cas, il n'y avait strictement aucune raison valable de tirer et encore moins de tuer ce garçon. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'absolument structurel. Là, on a 2 policiers qui ont commis cet acte, mais ça pourrait, je ne vais pas dire n'importe quel autre, mais potentiellement, structurellement. Alors évidemment, il y a des individus qui sont plus violents que d'autres, des individus qui ont plus envie d'en découdre que d'autres, mais structurellement, c'est un problème général, un problème de comportement de la hiérarchie policière, des hiérarchies policières, pardon, et un comportement de leur ministre et de l'État qui est entièrement soumis au pire des syndicats de police. Vous, Mathieu Slama, vous l'avez entendu, ce discours, oui. Comment vous l'avez reçu ? Alors, je l'ai reçu, je l'ai trouvé, autant les premières réactions, même si vous avez raison de critiquer le mot inexplicable ou quoi que ce soit, mais les premières réactions d'Emmanuel Macron,
était, on va dire, à peu près correct. Au moins, il ne cherchait pas d'excuses à ce qui s'était passé. Bon, voilà. Tout à fait, contrairement, et puis aussi à certains politiques, évidemment. Mais là, la réaction sur mettre en cause les jeux vidéo et les réseaux sociaux sur tout ce qui se passe depuis ce drame, et notamment les révoltes en banlieue, c'est surréaliste. Et je pose juste une question toute simple. Imaginons, il y a quelques années, lors de la révolte des Gilets jaunes, est-ce qu'un politique aurait pu dire « Ah, la révolte des Gilets jaunes, c'est lié aux jeux vidéo, c'est lié... voilà ». On n'aurait pas posé, c'est des fascistes, c'est des complotistes. Non, mais une autre explication. Je dis ça pourquoi pas les jeux vidéo. Voilà, je dis ça pourquoi parce que je crois qu'il y a une volonté du pouvoir d'absolument dépolitiser ce qui se passe, d'individualiser au maximum, de considérer que, comme exactement Jean-Pierre Chevènement, dans l'excellent extrait que vous avez passé et que je trouve très éclairant, qui disait que c'est un problème d'éducation. Donc, d'ailleurs, Emmanuel Macron insiste beaucoup sur les parents, sur l'éducation, etc. Et donc, je pense qu'il y a une stratégie derrière qui est de dépolitiser tout ça, refuser de donner à ces révoltes, donc qu'on appelle émeutes d'ailleurs, parce que voilà, il y a les révoltes des Gilets jaunes, et par contre, il y a les émeutes des banlieues. Voilà, c'est quand même assez révélateur. Ça dit beaucoup sur l'imaginaire qu'il y a derrière. C'est vraiment lui enlever toute dimension politique, considérer qu'en fait, ces émeutes sont par nature, donc ces révoltes qu'on appelle émeutes sont par nature illégitimes, sont liées à des sortes de pulsions qui seraient liées à la mauvaise éducation, aux jeux vidéo ou quoi que ce soit. Et c'est donc en fait passer totalement à côté du problème, puisque vous l'avez très bien dit, il n'y aurait pas eu de révolte s'il n'y avait pas eu ce drame absolu, cette mort du jeune Naël. Et d'autre part, il n'y aurait pas eu de révolte s'il n'y avait pas eu des décennies finalement d'injustice, d'inégalité, de discrimination, et puis aussi de bavures policières qui ont gangréné notamment les quartiers populaires et fait monter une colère qui finalement a explosé en 2005 et réexplose aujourd'hui. Donc je crois qu'au fond, le gouvernement a une stratégie très claire, c'est d'enlever à cette révolte toute dimension politique, et c'est donc évidemment préparer les esprits à la possibilité d'une répression qui, moi, m'inquiète beaucoup parce que à choisir que la répression, la force face à la manifestation d'une colère, on passe complètement à côté du sujet et on risque en fait d'aggraver les choses. Et une répression qui pourrait être encore plus sévère. Je pense que vous l'avez vu passer, messieurs, ce communiqué de presse des syndicats de police Alliance et UNSA qui préviennent et qui mettent en garde. Les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. En tout cas, pour l'heure, il n'y a pas eu de réaction encore du gouvernement. Alors là, on touche à l'attitude des syndicats policiers, qui est en soi un sujet. Ces syndicats, c'est pas nouveau, mais là, ils sortent au grand jour, se comportent de façon tout à fait factieuse. Ils sont en fait dans une tradition assez longue, là encore, qui est celle de l'OAS. Qui est celle d'une forme d'autonomie, de passage à l'action de l'extrême droite. Ils ont pris l'habitude, parce qu'avec le tournant néolibéral, les gouvernements, depuis celui de François Hollande, mettent en œuvre une politique dont la population ne veut pas. Ils ont pris l'habitude d'être le recours ultime du gouvernement. Les gouvernements savent que sans eux, sans la police, ils ne peuvent pas gouverner. Et d'ailleurs, on se souvient qu'au moment de la réforme des retraites, il a été très fortement question, je ne sais pas comment ça s'est terminé jusqu'ici, mais d'exempter les policiers. Et les policiers disaient eux-mêmes, mais on a sauvé ces gouvernements X fois. Nous, on s'est engagés parce qu'on sait qu'à 50 ans ou 52, ensuite, on est tranquille pour faire ce qu'on veut avec une bonne retraite. Si ça disparaît, il ne faut plus qu'ils comptent sur nous. Et il rappelait ça. Aujourd'hui, ces syndicats... Alliance notamment, mais beaucoup d'autres, dont la tonalité idéologique reflète tout ce que l'on sait par ailleurs du vote policier. Toutes les études montrent qu'il y a entre 60 et 75% des policiers qui votent Zemmour ou Front National, se situent très clairement dans une logique, encore une fois, néocoloniale. Ils sont en guerre, et ils le disent eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour... Ils sont pas... Et la résistance, et là, ça nous renvoie aussi à l'OS, l'organisation de l'armée secrète, donc, qui a commis toute une série de crimes pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Ils sont en guerre, et ils ne sont pas du tout, donc, au service de la population. Ils sont payés avec nos impôts.
Mais ils ne sont pas du tout au service du peuple, ils sont au service de leur propre corporation qui tire ses avantages et toute sa latitude du fait qu'elle tient le gouvernement en otage. Juste un dernier mot, un communiqué comme celui que tu viens de lire, Nadia, dans n'importe quelle démocratie digne de ce nom, déclencherait immédiatement la dissolution de ces syndicats, qui se placent explicitement en dehors de l'ordre républicain, alors même qu'ils sont censés le garantir. Évidemment, ça n'arrivera pas parce que le ministre est prêt, comme l'a fait Darmanin récemment à propos des chiffres depuis 2017, à mentir éhontément et sans aucun scrupule devant la représentation nationale pour aller dans leur sens et pour ne pas les fâcher. Darmanin, comme Castaner avant lui et comme tout le gouvernement, est terrifié devant les syndicats de police. Mathieu Slama, vous vouliez réagir au communiqué en quelques phrases, des syndicats de police sans être trop long, moi j'ai lu ce communiqué qui m'a également effrayé, qui témoigne, je pense, en effet, d'une radicalisation de certains syndicats de police et d'un rapprochement avec vraiment la rhétorique d'extrême droite, vraiment la plus radicale. Il y a quelque chose qui m'a aussi effrayé dans ce communiqué, c'est les mots choisis. Alors il y a des menaces... Il y a des quasi-menaces vis-à-vis du gouvernement, en tout cas des mises en garde, voilà, qui, vous avez raison, l'essor du cadre républicain, mais il y a aussi autre chose, il y a le choix de mots visant donc ceux qui sont en révolte dans les quartiers. Donc j'ai retenu nuisible. J'ai retenu horde sauvage, sauvage, etc. Donc toute une rhétorique déshumanisante, presque animalière, qui pour moi est tout à fait effrayante, qui est une rhétorique qui est aussi une manière de mettre sur la table l'idée que tout est permis, puisque ce ne sont pas vraiment des êtres humains, ou en tout cas ce ne sont pas des êtres humains civilisés, et que donc la répression la plus féroce, la plus forte, peut être engagée contre ces personnes, au mépris de l'état de droit, au mépris des règles élémentaires de la République. Et ça me semble tout à fait symptomatique encore une fois, du traitement de ce qui se passe actuellement et de la déshumanisation. Bon, alors vous allez me dire, la déshumanisation des habitants des quartiers populaires, ça ne date pas d'aujourd'hui, et je ne voudrais pas paraître comme quelqu'un d'un peu naïf qui découvre la Lune, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est quand même tout à fait frappant sur ce qui se passe. Et quand, encore une fois, on met ça en parallèle avec, par exemple, les Gilets jaunes, où on parlait de révolte, de personnes qui avaient des bonnes raisons de se révolter, quand on pense même encore récemment à tous ceux qui étaient dans la rue contre la réforme des retraites, on n'avait pas ces mots-là. Et donc je pense que c'est quand même une bonne indication de la manière dont, en France, un certain nombre de personnes perçoivent les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires. Et finalement, c'est ce qui se passe actuellement, c'est aussi un très bon révélateur de tout ce qui ne va pas, en fait, dans le rapport à ces quartiers et la manière dont ces personnes sont traitées. Et vous avez raison aussi de dire que, et je finis vraiment en une phrase, vous avez raison de dire qu'au fond, il y a un risque qui est très important, c'est la radicalisation sécuritaire. J'ai l'impression que le gouvernement est en train d'aller vers, au lieu de comprendre les causes de tout ça, d'apaiser, de comprendre ce qu'il y a derrière ces révoltes. Il ne s'agit pas encore de dire que les violences sont acceptables ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas ce que je dis. Je dis en revanche, il faut comprendre les raisons de cette colère extrême et comment on en est arrivé là, donc de s'intéresser aux causes sociales, politiques de tout ça. Et j'ai l'impression qu'au contraire, donc on disait, il y a une volonté de masquer complètement l'aspect politique de tout ça, de se déresponsabiliser et d'aller vers un jusqu'au-boutisme sécuritaire. Emmanuel Macron, plutôt aujourd'hui, parlait du sans tabou, regarder sans tabou l'évolution du maintien de l'ordre pour répondre à ces révoltes. Et je voudrais juste rappeler, et je finis là-dessus, désolé, c'était ce qui s'est passé après les émeutes de 2005. Après les émeutes de 2005, ce qui s'est passé, c'est le ministre de l'Intérieur a augmenté les moyens matériels alloués à la police. Acquisition de 450 flashballs, 7000 grenades lacrymogènes, des grenades explosives et 5000 casques anti-émeutes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé en 2005, ça a accéléré la logique sécuritaire au lieu, au contraire, ce qui aurait dû être le cas, de la freiner et d'amener à une prise de conscience sur le fait que c'était justement cette logique sécuritaire autoritaire qui amenait à ces catastrophes, à cette colère et à ces révoltes. D'ailleurs, Gérald Darmanin semble prendre en tout cas le chemin de son mentor, Nicolas Sarkozy, qui avait énormément capitalisé sur les révoltes de 2005 et pour devenir
par la suite le président. Et je pense que Gérald Darmanin a aussi cette perspective-là, en tout cas pense être présidentiable, ou c'est celui qu'on pourrait bien voir, en tout cas après Emmanuel Macron, ce qui pourrait du coup expliquer ce revirement. Une fois de plus, on a vu un Emmanuel Macron qui appelait plutôt à l'apaisement, qui semblait effectivement affecté, c'est là où il se démarque quelque part d'autres membres en fait de la Macronie et du gouvernement qui tenaient à ce que la présomption d'innocence des policiers soit préservée. Non, lui, il allait quand même sur le terrain de l'émotion. Enfin, le discours d'Emmanuel Macron contraste très franchement avec celui de Gérald Darmanin, mais ça n'a duré que 24 heures ou 48 heures. Hein. On retrouve l'Emmanuel Macron plutôt belliqueux. C'est aussi la technique du good cop, bad cop. Hein. Et effectivement, il est déjà revenu, Emmanuel Macron, sur des positions très fermes et martiales. Il y a d'autant moins de chances que le gouvernement fasse quelque analyse que ce soit des raisons pour lesquelles, de façon structurelle et depuis bien longtemps, donc les populations aussi de l'immigration récente qui vivent dans des quartiers défavorisés sont ainsi tuables et en tout cas rudoyables au quotidien. Il y a d'autant moins de raisons qu'ils le fassent que c'est leur politique, hein, celle qu'ils ne veulent à aucun prix abandonner, politique en gros néolibérale de démantèlement des services publics et d'accroissement des inégalités, qui est la cause de la radicalisation des problèmes. Le fait que le modus operandi de ces actions de réaction, émeutes, soit différent du modus operandi d'autres types de manifestations, les manifestations des Gilets jaunes ou autres, qui elles aussi peuvent déboucher sur des violences. Hein. Ça renvoie dans une large mesure, et ça va très bien au gouvernement, parce que ça justifie ce qui est en cours depuis très longtemps, ce qui est prévu, c'est-à-dire la militarisation de la police, l'augmentation de la violence et de l'impunité policière. C'est une logique d'américanisation. C'est une logique qui est tout à fait typique des sociétés néolibérales. Regardez comment ça se passe aux États-Unis. Ça commence dès les années 60, hein, avec les émeutes de Wyatt, et puis il y en a eu plein d'autres depuis. La dynamique est la même, c'est celle qu'on retrouve ici. Un assassinat policier de plus. Soulignons quand même que celui-là a été filmé, mais il y en a eu un à Angoulême il y a quelques jours, il y en a eu un à Roubaix il y a quelques jours qui n'ont pas été filmés et dont on n'a pas parlé. Hein. Rappelons aussi que Darmanin, il y a pas longtemps, essayait de faire passer une loi pour empêcher de filmer les policiers. Et tous ceux qui ont manifesté savent très bien que les policiers, de facto, brutalisent ceux qui tentent de les filmer et les en empêchent, en toute illégalité. Donc l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là. Des émeutes de populations qui se déchaînent et qui détruisent ponctuellement quand il y a un trop-plein, quand il y a eu la violence de trop. Tout ce qu'il y a autour d'elles dans les quartiers où elles sont reléguées, c'est la situation normale, un cycle normal dans une société néolibérale, totalement cloisonnée, avec des régions où on vit bien, d'autres où on est parqué, sous une forme de ségrégation, avec une forme de ségrégation de facto, et où on est soumis aux violences d'une police de plus en plus militarisée. Il y a des études, là encore, et on le sait, je veux dire, regardez les entretiens que nous avons faits ici même aux médias, avec Mathieu Rigousse, hein, sur la domination policière, une étude qui est un classique de la sociologie, qui montre comment la police hérite de cette logique coloniale et se trouve surarmée et de plus en plus militarisée. Pareil, Paul Rocher, hein, qui a fait des études en ce sens-là. Vous avez mentionné les commandes répétées depuis 20 ans, de plus en plus énormes auprès de l'industrie de la sécurité, de matériel proprement militaire pour les polices, non pas face à un ennemi extérieur, mais face à un ennemi intérieur, une partie de la population. Tout ce qui se passe aujourd'hui était prévu, et se trouve géré de la manière qui était prévu. Sauf qu'aujourd'hui, ces révoltes, elles s'expriment aussi au cœur de la capitale. Jusque-là, elles étaient dans ces quartiers, loin de nos yeux, en fait, finalement. Donc, vous avez des exemples à Londres où ça a pu avoir lieu assez près? Oui, mais en tout cas, pour la France, aujourd'hui, clairement, les populations des quartiers populaires qui s'en prennent à leurs propres biens, qui mettent finalement, qui déclenchent des incendies dans leur lieu de vie, en fait, se déplacent aujourd'hui à Paris, ce qui pourrait peut-être obliger les pouvoirs publics à prendre des mesures pas forcément sécuritaires, mais être plus à l'écoute de certaines de leurs revendications. Je crois qu'il y a une hantise
du gouvernement, une hantise d'Emmanuel Macron qui explique pourquoi il a fait cette première réaction en bon père de la nation, en bon monarque qu'il fantasme d'être, tout à fait explicitement. Il y a une seule peur de ces gens-là, de ces élites qui nous gouvernent, c'est la jonction entre ce qu'Ouria Boutelja, par exemple, a appelé les beaufs et les barbares, entre les blancs perdants du système, ceux qui ont fourni le gros des gilets jaunes, en particulier, d'un côté, et puis de l'autre, les populations racisées, c'est-à-dire handicapées par la race qu'on leur attribue, de la part des classes dominantes. La jonction entre ces deux catégorie de perdants du système, c'est ça qui fait peur au pouvoir. C'est pour ça aussi qu'il fallait absolument, de la part des commentateurs, quand les Gilets jaunes ont commencé, en faire des fascistes. On espérait bien qu'ils étaient racistes. L'extrême droite s'est d'ailleurs employé pour les récupérer, puis a été très déçu. C'est ça, je pense, la hantise du gouvernement, et c'est la seule réponse politique. C'est-à-dire que l'émeute non politisée, celle qui consiste à tout détruire, et puis finalement, au bout d'un moment, on finit par arrêter, parce qu'il n'y a plus rien, et puis on recommence 5 ou 10 ans plus tard au nouveau meurtre de trop ou à la nouvelle violence de trop. C'est sans issue, c'est sans issue politique. Vous voyez aussi comme ça, Mathieu Slama, Emmanuel Macron aurait peur de cette convergence des luttes. Après tout, les soulèvements de la Terre ont été dissous très récemment. Il y a en plus, ce troisième élément qui est effectivement la dissolution des soulèvements de la Terre. Si maintenant on a les soulèvements des quartiers populaires, toutes ces millions de personnes qui se sont mobilisées contre la réforme des retraites. Et puis il y a aussi la perspective de ce débat sur la loi immigration. Bref, plein de raisons pour faire grandir cette colère. C'est ce qui pourrait expliquer le fait que ce gouvernement fait des petites concessions. La loi immigration, la loi qui met l'accent et qui essaie de durcir encore les conditions de vie des migrants, vise précisément à empêcher, à attiser, à légitimer le possible ressentiment des perdants blancs en leur désignant les causes de leurs problèmes, c'est-à-dire les racisés. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette... l'idée qu'il les blancs, les non, je pense qu'il faut, à mon sens, il faut pas tomber dans justement ce qui se passe, et en partie lié au phénomène de racisme, notamment racisme systémique, etc. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de voir les choses avec des lunettes. Je sais que ce n'est pas ce que vous faites, mais on entend parfois ce discours-là, les blancs, les non-blancs, etc. Moi, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise dans cette approche-là. Face à la police, il y a une inégalité de fait. Mais en effet. Et je pense que c'est pour ça que le point commun entre, je pense, toutes ces luttes, pour après revenir à ce point précis, c'est que finalement, on voit que sur tous ces sujets-là, c'est toujours le réflexe autoritaire qui prime, c'est toujours le réflexe sécuritaire, c'est toujours le refus de traiter les choses par leur cause, que ce soit la colère des écologistes, la colère des manifestants contre la réforme de la retraite, la colère des Gilets jaunes, et maintenant la colère des révoltés des quartiers populaires. Le gouvernement, à chaque fois, refuse d'écouter cette colère et choisit toujours le réflexe sécuritaire autoritaire. Parce qu'en réalité, chacune de ces colères remet en cause, vous l'avez très bien dit, les présupposés idéologiques de ce gouvernement, qui sont des présupposés néolibéraux, et qui sont par nature, qui ont une tendance naturellement vers l'autoritarisme, ou en tout cas vers la dimension nécessairement sécuritaire. Donc je pense que la convergence, s'il y en a une, elle est là, et à travers la défense, évidemment, de valeurs humanistes que, visiblement, ce gouvernement ne partage pas toujours. En revanche, je dis simplement, faisons attention, parce que ce qui se passe là aujourd'hui, je pense que c'est quand même un sujet qui est propre à la manière dont on a abandonné les quartiers populaires, la manière dont il ne faudrait pas que finalement, pas qu'on minimise, mais qu'on mette ça un peu dans une sorte de sujet plus global, et qu'on en vienne à un peu oublier le problème sous-jacent qui s'oppose à nous aujourd'hui, qui est que vous avez, et vous l'avez très bien dit, il y a des personnes qui ont moins de droits que les autres
soit à cause de leur couleur de peau, soit par leur situation sociale et parce qu'ils habitent certains quartiers. De droit de facto, hein, parce qu'on vous répondra toujours « Ah mais non, pas du tout, c'est pas dans la loi, c'est pas dans la loi, donc ça n'existe pas ». De droit réel, absolument, et qui se retrouvent dans une situation de domination structurelle. Et encore une fois, c'est ça que le gouvernement, je crois, refuse de voir, c'est la dimension structurelle de tous ces problèmes, la dimension structurelle des inégalités qui touchent en premier lieu les habitants de ces quartiers, la dimension structurelle du racisme qui les touche. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire tout le monde est raciste ou tous les policiers sont racistes ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est de dire qu'il y a racisme systémique, c'est dire que tout le monde n'est pas raciste. Exactement. Mais qu'il y a une logique raciste immanente. Et je crois que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de peut-être enfin d'abord parler de ces sujets-là, parce qu'en réalité, ça fait des décennies que c'est comme ça, et tout le monde s'en fiche un peu. Je veux dire, ce qui se passe dans les quartiers populaires, ça reste dans les quartiers populaires. Et on n'en parle pas, on n'en parle quasiment jamais. Ou si on en parle, c'est pour parler des émeutes, comme on dit, de tout ce qui va mal, etc. Mais jamais on parle des quartiers populaires pour parler de tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Et là, tout d'un coup, vous avez raison quand vous dites, Nadia, que tout d'un coup, ça touche Paris. Et ça oblige finalement tout le monde, les médias, les politiques, à se confronter à ce problème. Finalement, c'est révolte. Moi, je déplore la violence qui se déploie à cette occasion. Mais d'une part, écoutons encore une fois la colère qu'elle révèle, et puis ensuite, elle nous oblige à nous confronter à quelque chose qu'on a refusé de voir, en fait, que des gens même à gauche, qui sont très bien intentionnés, humanistes, tout ce qu'on veut, se refusent finalement à vraiment voir. Et de comprendre que là, on arrive au bout finalement de décennies d'abandon, de discrimination, d'inégalité, etc., etc. Malheureusement, je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel soit tout à fait prêt, en tout cas pour l'instant, à regarder cela en face. Une des premières mesures prises par Emmanuel Macron, ça a été de refuser le plan Borloo, qui n'était certainement pas une panacée, qui n'allait certainement pas changer radicalement les choses en banlieue, mais enfin, l'esprit était quand même de considérer qu'il y avait un problème. Le plan Borloo pour les banlieues, que Macron a rejeté avec beaucoup de mépris, voilà, ça a bien indiqué ce rejet, l'état d'esprit dans lequel il était. Alors on l'a appris hier, le policier auteur du tir a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Toujours hier, on apprenait que le policier qui a tué un Guinéen le 14 juin dernier en Charente a été mis en examen pour homicide volontaire. Est-ce qu'il faut... On a l'impression qu'il faut des mobilisations massives et violentes pour que la justice se mette en mouvement. C'est la dynamique dont je parlais tout à l'heure, à l'américaine. C'est-à-dire, il y a une situation au quotidien qui est absolument terrible. Les violences, éventuellement les meurtres non filmés, au terme desquels la magistrature accepte sans ciller, sa responsabilité est énorme, les versions policières. Il y en a plein. Puis un jour... il y a un meurtre de trop, ou il y a quelque chose qui est filmé. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Et là, il y a un soulèvement, et puis ça finit par s'apaiser. Voilà, je veux dire, cette dynamique-là, elle peut se reproduire éternellement. C'est pas... je veux dire, c'est... Donc on a le sentiment que les jeunes des quartiers populaires, pour qu'ils se fassent enfin entendre, il faut qu'ils passent... par cette violence. Alors je sais que Mathieu Slama, vous déplorez énormément. Mais est-ce qu'ils se font entendre ? C'est ça la question. Moi, je doute qu'ils se fassent entendre. Typiquement, le fait qu'un policier ait été mis en examen pour homicide volontaire, ça va durer combien de temps ? Près de 2 semaines quand même après les faits, la temporalité indique quand même que le gouvernement est en train un peu de céder. Évidemment, parce qu'ils ont la trouille. Mais dans un mois, c'est fini. Ça recommence. Mais surtout, moi, je suis hélas d'accord avec vous. C'est terrible qu'il faille des révoltes et cette violence qui en plus touche les quartiers eux-mêmes. Donc moi je m'en désole d'autant plus pour que au moins on se mette à en parler. Voilà, qu'au moins on se mette à parler de ce sujet. Donc encore une fois, qu'on refuse de regarder toutes les organisations internationales. Là encore récemment l'ONU qui disait qu'il fallait que la France regarde en face les problèmes de bavure et de racisme systémique au sein de sa police, etc. On est souvent condamné pour discrimination au faciès, etc., etc. Donc ça fait des années qu'on nous dit « faites attention ».
Et on ne veut pas écouter ces discours-là qui ne viennent pas de gens extrémistes. Ça vient d'associations, d'organisations internationales. La défenseur des droits typiquement rappelait qu'être perçu comme un jeune noir ou arabe entraîne un risque 20 fois plus élevé de subir un contrôle de police. Depuis 2017, le nombre de personnes tuées suite à un refus d'obtempérer a été multiplié par 5, ce qui fait mentir Gérald Darmanin, qui dit que les chiffres sont plutôt en baisse. Et en une année, ce sont 13 personnes qui ont été tuées. À cette liste s'ajoute Naël. Est-ce que vous y voyez un crime raciste, Mathieu Sama ? Je ne peux pas le dire comme ça, on verra l'enquête. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une possibilité tout à fait forte que les origines du jeune Naël aient joué un rôle dans sa mort. Mais ça, j'espère que l'enquête va regarder ce facteur-là de près. Mais ce qui est évident, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la police. Ça, c'est une évidence, et vous l'avez rappelé, tous les chercheurs le disent, la défenseur des droits l'a rappelé, les associations et organisations internationales le disent. C'est un problème qui, encore une fois, est systémique, qui est extrêmement grave parce que ça remet en cause le pacte républicain et on se refuse à le voir parce qu'on est dans une logique sécuritaire depuis des années et des années. Depuis des années, la stratégie policière a toujours consisté à donner toujours plus de moyens à la police, leur accorder toujours plus de moyens, de droits, etc. Là, récemment, il y a eu des drones policiers qui étaient une de leurs demandes. Il y a eu en 2017 cette fameuse loi qui a considérablement élargi leur possibilité de riposter par les armes en cas de refus d'obtempérer, qui a, vous l'avez très bien dit, rien qu'en 2022, c'est 13 morts, donc c'est plus d'un mort par mois, c'est considérable. Donc en fait, encore une fois, on est dans le déni, on se refuse à voir ça. On refuse de remettre en question la question de l'IGPN. L'indépendance de l'IGPN, c'est quelque chose que les gouvernements refusent de regarder. On refuse la question de remettre en cause certaines pratiques, notamment la question des contrôles aux faciès, etc. Il y avait, je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Jean-Luc Mélenchon proposait la remise d'un récépissé. Ah non, mais ça date d'avant. C'est d'avant. C'est une vieille, qui était une idée intéressante. C'est une vieille promesse. Voilà. C'est une promesse qui remonte à l'époque de Mitterrand. D'accord, mais en tout cas, aux années 80. Voilà, et effectivement, ça, Hollande l'avait dans son programme, et Valls, une fois au pouvoir, a assumé très clairement, parce que les syndicats policiers lui demandaient de ne pas le faire, de renoncer à ce récépissé. Parce qu'évidemment, vous auriez eu des gens qui seraient arrivés en disant, regardez, j'en ai 25 rien que pour le mois dernier. Et puis, juste, il y a la question, encore une fois, du maintien de l'ordre en tant que tel, alors je sais pas si on peut dire militarisation, mais en tout cas, ils ont des armes de plus en plus létales. Et pareil, la question des LBD, après, en plus, ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes, pareil, on s'est refusé à remettre en cause cette dimension-là du maintien de l'ordre. Donc en fait, on est dans un déni sur ce sujet-là. Tout le monde autour nous dit, et les défenseurs des droits nous disent, faites attention, vous avez un vrai problème avec ça. Et encore une fois, dire ça, c'est pas considérer que tous les policiers sont quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est de dire une autre doctrine du maintien de l'ordre est possible, qui est une doctrine plus prudente, qui est plus humaine, qui est moins répressive. Et beaucoup de gens sérieux, pas encore une fois des extrémistes le disent. Et pour l'instant, les gouvernements le refusent. Alors pourquoi Est-ce que c'est à cause de, en effet, vous l'avez dit, de certains syndicats de police qui font un lobbying très fort? Ou est-ce qu'il y a aussi au sein moi c'est mon hypothèse aussi, que chez les Français, au sein de la population, il y a une demande d'autorité, une demande de sécurité, de fermeté, etc., qui fait aussi que les gouvernements se retrouvent à être dans une spirale sécuritaire qui n'a pas de fin. Alors pour ce gouvernement, c'est même à la justice de faire le travail. Vous l'avez vu, le communiqué de presse des syndicats à la magistrature qui rappelait que non, ce n'est pas à la justice de trouver une réponse à ces révoltes, mais c'est bien une question éminemment politique et pas judiciaire. Sur les faits délictueux, c'est à la justice, mais on connaît la tradition française de soumission de la justice à la police dès qu'il s'agit de violences policières. Les policiers sont toujours... Dans le syndicat qu'on a entendu tout à l'heure prétexte tout le contraire. La justice est très sévère avec la police. Ils sont toujours en train de se plaindre de la justice. Vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, de cette manifestation organisée devant l'Assemblée nationale par le syndicat Alliance, qui est vraiment un syndicat fascistoïde. Fascistoïde est un euphémisme, pour ne pas dire fasciste. Et quelques autres, qui demandaient à ce que la justice ait encore moins de droit de regard sur l'action des policiers, qui demandaient en gros un droit de tuer complet, quoi. Et on a vu à leur côté, et ça c'était quand même absolument terrifiant,
non seulement Zemmour, non seulement Le Pen, mais je crois le ministre de l'Intérieur de l'époque, je ne sais plus si c'était Castaner ou Darmanin, et puis Yannick Jadot, et puis Fabien Roussel. Donc, que Yannick Jadot vienne nous dire aujourd'hui c'est inadmissible, il y a des problèmes structurels, ok, mais il faudrait peut-être être un petit peu plus conséquent quand même en pratique. Je veux dire, on sait très bien que les intérêts d'abord de l'industrie, de la sécurité et de l'armement de la police, qui sont énormes, qui sont en jeu, et d'autre part, surtout, la politique générale qui est menée ne permet pas que les choses se passent autrement. C'est-à-dire, pour que les choses se passent autrement, pour que les problèmes soient envisagés sérieusement, comme vous le réclamez à très juste titre, il faut une bifurcation politique générale. Il faut à nouveau que l'État, comme garant du bien commun, dispose de moyens budgétaires pour remplir les fonctions qu'il ne remplit plus. Sans quoi, des pans entiers de la population sont livrés à eux-mêmes, parqués d'une certaine manière et objets de cette réflexion, de cette répression permanente. La France insoumise a pris une position qui m'a, je dois dire, un petit peu surpris, surtout de la part d'un vieux Lamberto comme Mélenchon, qui vient d'une tradition quand même où l'autorité de l'État, justement, qui est pas sans lien avec le chevènementisme à certains égards, est privilégiée, la République, tout ça. J'étais assez surpris de voir Mélenchon avoir le courage, c'est son mauvais caractère, je pense, qui lui permet d'avoir ce courage, de l'entendre dire c'est pas au calme que nous appelons, c'est à la justice. Il répond ça aux injonctions, à l'injonction qui est faite de la Macronie. Faire ça, c'est-à-dire vraiment s'attirer la haine qu'il a déjà, des policiers, en tout cas des syndicats de police, d'à peu près tous les médias et d'à peu près toute la classe politique, je trouve que c'est extrêmement courageux, parce que c'est poser le problème là où il est. Bien sûr qu'on va appeler au calme, personne ne souhaite qu'il y ait des violences. Mais le vrai problème, c'est de comprendre d'où elles sortent et comment y mettre fin. Alors, si ces violences ne sont pas souhaitables, elles sont en tout cas inévitables. Je vous propose de regarder une petite vidéo. C'est alors, je ne sais pas si elle est militante, mais cette femme s'appelle Kimberley et c'est suite aussi à l'exécution sommaire de George Floyd sur les violences. So, when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. There's a social contract that we all have, that if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken. And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking Football Hall of Fame, about burning a fucking Target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. Mathieu Slamat, alors vous parliez du pacte républicain qui est mis à mal par cette doctrine sécuritaire. Et au fond, est-ce que ce n'est pas ce contrat social qui, aux États-Unis d'ailleurs, comme en France, est rompu et qui explique cette violence, cette colère, ces révoltes qui reviennent comme ça, des décennies après des décennies? Oui, je trouve que je ne connaissais pas cette intervention, mais elle est très forte et elle nous dit quelque chose je trouve, de très profond et elle reflète, je trouve qu'elle fait beaucoup écho à ce qui se passe aussi en France. En fait, il y a un malentendu sur la République, moi je pense, et notamment à droite, certains à gauche sans doute, et surtout à droite, l'extrême droite, n'en parlons pas, c'est que la République, ça serait l'ordre. Voilà. Et ça, je crois que c'est le plus grand malentendu qui soit sur la République, puisque la République, c'est la liberté, l'égalité, la justice, et une fois, l'ordre repose sur ces principes. Il n'y a pas d'ordre immanent dans une société qui violerait les principes fondamentaux de la République, qui sont les valeurs de justice, d'égalité, de liberté. Et je crois que beaucoup de jeunes qui se révoltent aujourd'hui, et qui se révoltent ou qui sont en colère, ou qui expriment leur révolte de différentes manières que ce soit d'ailleurs, ils considèrent que le contrat social en France n'est pas le même pour tout le monde. Et je pense que c'est ça le cœur de tous les problèmes, et qu'il faut absolument regarder en face. Le contrat social n'est pas le même pour tout le monde en France, et c'est ça la racine de tous nos problèmes. Face à la question de l'emploi, nous ne sommes pas tous égaux. Les jeunes des quartiers populaires vont être discriminés à l'emploi, vont avoir moins de chances que les autres à l'emploi. Les jeunes des quartiers populaires vont avoir... À l'école, déjà. Les jeunes des quartiers populaires vont avoir moins de chances que les autres à l'école.
ne pourront pas avoir la même égalité des chances à l'école, dans leur éducation. Les jeunes des quartiers populaires n'auront pas la même chance que les autres s'agissant de leur rapport à la police, à la justice, comme on le sait, puisqu'on en a parlé, les contrôles aux faciès, la répression dans les quartiers, etc. Et les jeunes des quartiers n'ont pas la même chance que les autres dans leur vie de manière générale, dans le rapport à la richesse, dans la possibilité de construire une vie qui soit digne pour eux-mêmes ou pour leur famille, etc., etc. C'est ça le problème de fond, c'est que le contrat social en France n'est pas le même pour tout le monde. Et quand on est républicain, et qu'on soit de droite, de gauche, peu importe, quand on est républicain, c'est ce problème-là qu'on doit pouvoir regarder en face et qui devrait être la préoccupation de tous, surtout aujourd'hui. La colère qui s'exprime, c'est la colère de personnes qui considèrent que la République n'est pas au niveau de sa promesse. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est très républicain de s'émouvoir, de se révolter contre la situation actuelle, parce qu'elle viole, encore une fois, des principes fondamentaux de la République. Et je pense que c'est ça la question qui s'oppose aujourd'hui et que tous les politiques devraient s'opposer. Julien, tu veux peut-être réagir à cette vidéo, à la question du pacte social La stratégie qu'il y a derrière le raisonnement que vous faites, c'était celle, par exemple, de Martin Luther King aux États-Unis, qui consistait à dire « America must be America » et à contester la situation que vivaient les Noirs et qui continuent à vivre dans une certaine mesure d'ailleurs, de ségrégation et d'inégalité, au nom des principes même affichés par la nation. Ça a été aussi, dans une certaine mesure, la stratégie des colonisés, au moment où ils réclamaient l'indépendance. Ho Chi Minh, par exemple, à Paris, dans les années 20, beaucoup de colonisés de différentes parties de l'Empire français disent « mais c'est parce que nous avons intégré finalement les valeurs de la Révolution française, disons, des Lumières et de la République, telle que la Révolution française l'a voulu, que nous contestons la situation dans laquelle vous nous mettez, etc. » Et oui, très bien. Mais il faut voir que c'est un raisonnement qui a aussi ses limites. Hein. C'est-à-dire que trop fétichiser cette notion de république, ça nous a abouti, en tout cas ces dernières décennies, à une confiscation de l'usage et des effets, des significations autour de ce terme par des réactionnaires de toutes sortes, surtout à gauche d'ailleurs. Hein. C'est notamment le signifiant, la République, qui a permis le passage, et même à droite, et même en fait la lepénisation dans une large mesure, d'une bonne partie du Parti socialiste. Justement, il ne faut pas laisser... Je pense que faudrait... l'enjeu, c'est surtout pas laisser aux réactionnaires... Vous avez complètement raison, ce kidnapping finalement de la notion de République, alors même qu'ils en mécomprennent la nature même. C'est des gens qui, visiblement, quand on les entend parler, n'ont jamais lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Voilà. L'idée républicaine, je dis encore une fois l'idéal républicain, d'émancipation, de lutte contre tous les systèmes d'oppression, c'est ça le combat des révolutionnaires. Je pense que ça doit rester un guide politique, notamment pour la gauche et les progressistes au sens large. Malheureusement, les concepts changent selon les époques dans leurs valeurs réelles, j'allais dire, au moment où on les emploie. Au XIXe siècle, effectivement, être républicain, c'est être de gauche, et même être très à gauche, d'extrême gauche, jusqu'au début de la Troisième République. Aujourd'hui, malheureusement, si vous regardez qui se réclame de la République, c'est vraiment pas très reluisant, et ça peut prendre vraiment une tournure particulièrement pernicieuse, pour ne pas dire perverse, avec un réseau comme celui du Printemps républicain, qui est très représentatif de cette partie du PS, mais pour moi, ils n'ont rien compris qui est passé au macronisme. Pour moi, justement, c'est efficace. Malheureusement, c'est efficace. Leur discours sur la République est efficace. C'est-à-dire que les gens entendent un discours selon lequel la République, c'est d'abord l'ordre, hein, et l'ordre propriétaire. Alors pour revenir à la nuit d'hier, il y a eu, je crois, près de 700 arrestations. La répression policière, en tout cas la réponse policière domine face à cette crise que le pays traverse. Est-ce que vous pensez que l'État, pour parler de la suite, le déclenchement de l'état d'urgence n'est qu'une question de temps ?
Alors ça, je pense que c'est assez difficile à dire. Le vrai problème, la vraie peur du gouvernement, c'est d'être débordé. On l'a dit tout à l'heure, c'est la jonction en fait entre des émeutes en banlieue, la reprise du mouvement anti-retraite, éventuellement lié aussi à une reprise d'un mouvement qui serait celui des Gilets jaunes, qui serait celui des classes moyennes basses ou basses non racisées périphériques, en gros en moyenne pour les décrire rapidement, avec en plus une hostilité massive à son égard, à l'égard du gouvernement, de la part du mouvement des écologistes. Leur grande peur, c'est ça. C'est assez compliqué à gérer, parce que autant en 2005, vous pouviez, comme l'a fait Chirac, puisqu'il n'y avait qu'un front, qui a été mal vécu d'ailleurs par les ressortissants franco-algériens. Oui, bien sûr. Rétablir l'état d'urgence, c'était la première fois en métropole. En Kanaki, il avait déjà été rétabli. Mais c'était la première fois en métropole depuis la guerre d'Algérie que l'état d'urgence était rétabli. Et en fait, de facto, seulement sur une partie du territoire. Ils peuvent recourir à l'état d'urgence. Le problème, c'est que si jamais il y a d'autres éléments, et chronologiquement, quand même, la dissolution des soulèvements de la Terre est très proche, le mouvement des Gilets jaunes et surtout le mouvement des retraites peuvent potentiellement trouver une résurgence. Si jamais il y a plus d'un front qui commence, on peut aller à l'escalade. Ceci dit, je termine là-dessus, je pense que ce gouvernement n'a aucun autre choix que la violence. À terme, si c'est le même gouvernement, si c'est la même politique qui est menée, que ce soit par Macron ou par un autre, il est certain qu'il n'y aura rien d'autre qu'une montée de la violence, comme c'est le cas depuis 2016, depuis 2014-2016, depuis la loi travail. Alors, ce qui est sûr, on va vers l'escalade. Juste sur l'état d'urgence, donc on a vu l'extrême droite là réclamer la mise en place de l'état d'urgence. Je crois qu'Éric Zemmour notamment a fait tout un communiqué pour réclamer ça. Une partie de la droite aussi, il me semble. En tout cas, il y a des personnalités politiques qui appellent si on les met à droite, Oui, alors lui c'est la droite qui s'extrême droitise, hélas. Mais donc il y a une pression venue du camp réactionnaire pour mettre en place l'état d'urgence. Et dans les faits, il y a déjà des couvre-feux qui ont été annoncés dans certaines villes. Il y a des images de dispositifs policiers qui sont des images qui relèvent pour moi de l'exception, du dispositif d'exception et pas de la normalité, on va dire, de l'état. Voilà. Sur le terrain. Voilà, donc pour moi, ça relève ça plutôt de l'état d'exception que de l'état normal, à mon sens. Et surtout, ce serait vraiment une catastrophe, vu que l'état d'urgence est tellement banalisé ces dernières années. À chaque crise, état d'urgence, donc les attentats terroristes, état d'urgence, le Covid... Instrumentalisé ensuite contre les écologistes, il faut absolument, le souligner. Absolument. Mais déjà, après les attentats terroristes, déjà, il y avait eu un excès dans les mesures entières, notamment les assignations... La participation à la COP21. Voilà, et même indépendamment des écologistes, il y avait des assignations à résidence, etc., qui avaient inquiété notamment beaucoup de défenseurs des droits de l'homme à l'époque. Donc l'état d'urgence se normalise, à chaque crise, état d'urgence. Le Covid a été géré d'une manière extrêmement autoritaire, avec des états d'urgence, des confinements, des couvre-feux à répétition, un mépris absolu des libertés publiques et des droits fondamentaux. Voilà. Contre le Covid. Et donc c'est une possibilité. Moi, je crois que c'est tout à fait possible que le gouvernement, sous la pression du camp réactionnaire et sous la pression d'une partie de la population, je suis désolé de le dire, mais encore une fois, il y a en France une montée de la pensée réactionnaire, autoritaire, qui est tout à fait demandeur d'état d'exception, d'état sécuritaire. Je pense que c'est la bride. Je pense que vous sous-estimez beaucoup la montée, à mon sens, de la sensibilité réactionnaire dans le pays, mais j'espère me tromper. Donc c'est une possibilité, ce serait une catastrophe, parce que ce serait encore une fois, la logique sécuritaire qui s'impose, et on sait ce qui se passe quand les états d'urgence se mettent en place. Coloniale aussi. Alors, du coup. Peut-être, en tout cas, qui serait vécu comme ça, comme cette jeunesse qui est quand même issue de l'immigration postcoloniale, il faut le dire. Qui sera vécu, en tout cas, comme un régime d'exception appliqué à des jeunes des quartiers populaires qui estiment,
en effet, qui vivent déjà sous un régime d'exception par tout ce qu'ils vivent au quotidien. Et encore une fois, ce serait une catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'état d'urgence, ça se normalise. Des éléments de l'état d'urgence rentrent dans le droit commun. À chaque fois, c'est la même chose. Et ça serait une nouvelle étape dans la logique sécuritaire, avec potentiellement de nouvelles lois sécuritaires. Je sais pas, il y a eu une vingtaine de lois sécuritaires ces 10 dernières années. Enfin, surtout, c'est monstrueux. La loi sécurité globale qui est extrêmement dangereuse. Absolument. Et donc, potentiellement de nouvelles lois sécuritaires, etc. Et en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est moi ce que j'appelle vraiment c'est la logique d'état d'urgence appliquée au droit commun, à la politique normale. Et ce qui fait qu'au final, on va passer complètement à côté du vrai problème qui est encore une fois les causes de tout ce qui se passe, et d'aller dans une sorte de jusqu'au-boutisme sécuritaire qui serait absolument effrayant. Et ce serait le pire scénario possible. Ça ne réglerait aucun problème, ni même d'ailleurs de problème de sécurité, parce que ça ne fera qu'envenimer la situation. Peut-être pas maintenant, mais pour les années à venir. Et ça sera quelque chose qui sera amené à se reproduire dans les années à venir, hélas. Si je parlais de logique coloniale, c'est parce que l'état d'urgence a été instauré en 1955 en pleine guerre d'Algérie, régime d'exception qui procure des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif, et il peut être déclenché donc par une décision prise par décret en Conseil des ministres. Ça peut concerner tout l'ensemble du territoire ou seulement une partie, et cet état d'urgence peut être déclenché en cas de péril imminent, d'atteinte grave à l'ordre public ou d'événements présentant le caractère de calamité publique. Et en 2005, il me semble que l'état d'urgence avait été mis en place dans certains... alors, c'était pas sur tout le territoire, c'était bien sûr. dans certains territoires. Oui, tout à fait. Donc, c'est exactement ce que vous dites. En 2005, l'état d'urgence avait été prononcé et encore une fois, il y avait eu des atteintes aux libertés très, très importantes. Ce qui pose la question de la pensée coloniale que tu as posée très vite dans cette discussion, Julien Terry. Je vous propose de vous lire un petit passage, une analyse qui a été faite par un anthropologue, Yazid Ben-Ouné, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, et qui est également chercheur au CNRS. Il expliquait que ce Naël, ce jeune franco-algérien, est mort exécuté à Nanterre. Et il y a donc une symbolique, comme les autres Algériens, partant des bidonvilles de Nanterre et ou mort à Nanterre, 17 octobre de 61. Il y a eu dans un premier temps tentative de dissimulation de son exécution. Il a été heureusement cette vidéo accablante. L'extrême droite tente toujours de dissimuler en salissant l'image et la réputation de cet adolescent. C'était la même chose en 61. Et tu l'as rappelé également, Julien, le fait que cette extrême droite est héritière de l'OAS et du groupe Charles Martel, qui ont fait couler beaucoup de sang d'Algériens en Algérie. Donc finalement, le problème est encore intimement lié à ce passé colonial et qui vient se télescoper dans le présent. Et d'ailleurs, à ce sujet, on recevra très prochainement Malika Mansouri, qui est auteur de Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, professeur des universités et psychologue. Julien. Je pense que ça dépasse le périmètre de ce qu'on appelle directement l'extrême droite. C'est une tradition profondément enracinée dans la population, dans l'imaginaire des Français, dans la police, dans ces traditions qui, à des moments particulièrement difficiles, ressort clairement sous forme d'extrême droite, mais qui est là. Un suprémacisme, un sentiment de suprémacisme impensé sur certaines catégories de la population. Et ça se perpétue, y compris quand il n'y a pas d'émeute, y compris quand il n'y a pas d'incident filmé qui déclenche ce genre de choses au quotidien. Et c'est quelque chose qui est vécu par les populations et à quoi jamais les pouvoirs, et surtout pas les pouvoirs de gauche, ont voulu remédier. Vous habitez en banlieue proche, vous êtes noir, les matins, il faut vous prévoir une demi-heure de plus à votre horaire, parce que sinon, une fois par semaine, vous arrivez en retard, parce que vous allez être arrêté et contrôlé. Si vous êtes blanc, ça ne vous arrivera jamais. Bon. Ce type de situation, de différentiel des droits, il s'ancre profondément dans la tradition coloniale française. Oui. On peut parler d'héritage. Bien sûr, oui. Et en même temps, ça se réinvente, ça reprend forme à chaque fois. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre aujourd'hui n'est pas exactement le même que celui qui était en vigueur dans les colonies. Là-dessus, il y a des travaux qui sont très éclairants. J'en vois en particulier aux travaux de Mathieu Rigouste et à son livre, qui est un classique, qui a été réédité récemment, qui s'appelle « La domination policière ».
Alors, bon, moi, je n'ai pas la compétence universitaire ou quoi que ce soit pour rentrer vraiment dans le détail de cette question de l'héritage, finalement, parce que c'est ça la question, l'héritage de colonial et aussi de l'Algérie, finalement, parce que c'est quand même tout ça dont on hérite aujourd'hui, pas aujourd'hui d'ailleurs, depuis la fin de la guerre, et qu'au fond, il y a quelque chose là-dedans qu'on n'a jamais vraiment soldé, en quelque sorte, et qui continue à nous hanter. Moi, ce que je constate en revanche, c'est que, par exemple, le jeune Nahel, tout de suite après ce drame et sa mort, on a une partie, l'extrême droite évidemment, mais aussi une partie de la droite, a tout de suite évoqué son potentiel casier judiciaire. Oui. Tout de suite, l'a présenté comme un délinquant. Et les journalistes ont repris et certains très vite les éléments de langage de la préfecture. Oui. Regardez ce qui s'est passé avec Chouviat, c'était pareil, la mort de Cédric Chouviat, c'est une trahison. La police, Le Point notamment, là je crois qu'il y a un certain Truchot, des grosses têtes, ou je sais pas qui d'autre, et puis plein d'autres, tous les journalistes derrière, à l'avenant, disent « Ah, mais il avait un casier judiciaire », ce qui sous-entend que dans leur esprit, si on a la moindre trace dans les registres de la police, on peut être exécuté, c'est moins grave. Si on est un noir, un arabe. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite la présomption de culpabilité, alors qu'on parle de victime. Ça avait été la même chose pour Adama Traoré. Bien sûr. Ça a été la même chose pour Théo. Criminalisation de la victime. Voilà, c'est-à-dire... alors c'est vrai que c'est surtout l'extrême droite, mais aussi une partie de la droite. On parle des journalistes. Ouais, moi, je parle de tous ces journalistes sur l'extrême droite. Alors, si on classe à l'extrême droite tous les journalistes qui ont fait ça, et je suis assez d'accord pour ça. Et d'ailleurs, malgré la diffusion des images, je veux pas. Parce qu'il y a des journalistes qui font quand même bien leur travail, heureusement, et qui ne tombent pas dans ces pièges-là. À la fois faire bien leur travail, peut-être, et dire ce genre de choses à l'antenne. Voilà. Alors même d'ailleurs, malgré la diffusion des images qui clairement démontre la culpabilité de ce policier. On pouvait entendre encore ça hier sur France Inter. Je propose de regarder. Nahel était-il connu des services de police ? Europe 1 affirmait hier qu'il avait 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Ça n'a pas été confirmé. Qu'en est-il ? Parce qu'on lit tout et on entend tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas l'objet du débat. Ça n'a pas de sens de réfléchir ainsi. Peu importe s'il était connu ou pas des services de police. Ce qui s'est passé, ce drame n'est rien n'excuse évidemment sa mort. Mais c'est vrai que certaines sources policières, où on a des fois certaines fuites qui mettent en avant un casier judiciaire, ou des fois des inscriptions même dans la main courante, qui est de l'infrajudiciaire, qui n'est pas de casier judiciaire. Il n'y a aucune difficulté. Mais tout ça n'a pas de sens et n'a pas d'importance. Ce qui est assez extraordinaire dans ce passage, c'est que c'est la représentante du gouvernement qui est moins réactionnaire que Léa Salamé. Puisque Léa Salamé, qui a sans doute pris trop l'habitude d'être une sorte d'attaché de presse du gouvernement et du maintien de l'ordre, va si loin que la représentante du gouvernement, pour ne pas se discréditer, lui dit « Non mais, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un a triché en pesant ses légumes au supermarché que la police a le droit de lui tirer une balle dans la tête. » Après, je ne veux pas me faire le défenseur des journalistes, mais je vais essayer de le faire un peu. J'ai vu cette séquence et j'ai quand même l'impression que Léa Salamé veut juste clarifier ce sujet. Et j'ai l'impression que dans son esprit, c'est plutôt pour dire, mais en fait, il n'avait même pas, en fait, il avait même pas de casier parce qu'en fait, visiblement, il n'avait même pas de casier. Focaliser le débat là-dessus, c'est déjà faire diversion. En effet, en tout cas, je pense que la réponse de la représentante du ministère de l'Intérieur était parfaite. Et c'est encore une fois... donné le beau rôle. Elle n'était pas venue là pour ça, la représentante du ministère de l'Intérieur. Parce que ce qu'on attend du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il s'attaque aux problèmes structurels qui ont donné ce meurtre et qui en avaient donné plusieurs la semaine d'avant ou les 15 jours d'avant. Et là, elle se retrouve dans une position, grâce à Léa Salamé, dans laquelle elle a le beau rôle, et c'est même elle, finalement, qui paraît progressiste et bienveillante. Bon, mais tant mieux, réjouissons-nous, on n'a pas beaucoup d'occasions de nous réjouir, mais réjouissons-nous qu'au moins la représentante du ministère de l'Intérieur tienne un discours républicain qui ne soit pas celui de l'extrême droite ou quoi que ce soit. Je trouve qu'au moins là-dessus, on peut se dire qu'il n'y a pas eu une erreur de fait qui, peut-être, il y a quelques années, aurait été faite. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce réflexe en permanence sur voilà, c'est quand, encore une fois, c'est quand ça touche les personnes des quartiers populaires, quand ça touche les personnes racisées. Donc, c'est là aussi, je pense, où il y a cet imaginaire qui est encore très présent, qui fait que on considère la citoyenneté est à double vitesse. Voilà. Et je voudrais vous lire le tweet d'un élu du maire. Donc, c'est Arnaud Robinet,
qui est le maire de Reims, et qui utilise... Je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est tout à fait révélateur et ça répond assez à votre question, je pense. Ce soir, la racaille a pris prétexte d'un décès pour mettre à sac Reims, pour piller, pour brûler, pour détruire, simplement par plaisir. J'adresse tout mon soutien à nos forces de l'ordre qui sont confrontées à ces hordes de sauvages. C'est un maire RN ou LR LR. Une chose est claire, ces gens-là n'ont qu'une place digne de leur sauvagerie, la prison. Alors, je trouve que c'est très révélateur parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est bien les gens qui ont commis des violences ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon sujet. Mais ils ne diraient pas ça des Gilets jaunes. Ils ne diraient pas ça des Gilets jaunes qui, quand même, ont cassé un certain nombre aux Champs-Élysées. Enfin, je veux dire, c'était spectaculaire. La violence des Gilets jaunes, c'était pas rien. Hein. Voilà. Ils n'auraient pas dit ça même d'un criminel blanc. Voilà. Et cette rhétorique, encore une fois, du sauvage, du barbare, etc., est très, très présent quand il s'agit des personnes racisées et des habitants des quartiers populaires. Et c'est forcément c'est pas un hasard. Mais le problème de ça, derrière le racisme sous-jacent chez certains, derrière, il y a aussi cette idée que... comme ce sont pas vraiment des humains de seconde catégorie, des citoyens de seconde catégorie, on peut se permettre plus de choses dans la répression. Alors, on peut aller plus loin dans la manière de réprimer, dans la manière de mater la révolte, ce qu'ils appellent les émeutes. Et ça, je ne sais pas si c'est l'héritage colonial, vous voyez, j'ai pas, voilà. J'allais vous dire, mais en tout cas, on n'a pas résolu du tout, mais c'est même le contraire, la question du racisme. Vous même mettre de l'huile sur le feu, ce qu'on reproche aux insoumis dans cette histoire. Ce que vous décriviez là, c'est-à-dire une catégorie de la population qui n'a pas le même statut. Juridiquement, elle l'a aujourd'hui, mais de facto, elle ne l'a pas. Et d'ailleurs, on l'appelle racaille dès qu'il y a un problème. C'est exactement, par définition, la situation coloniale. Ça s'appelle la situation de l'indigénat. C'est ce qu'on appelle les indigènes, par opposition aux colons. Mais dans la situation coloniale, c'est juridique. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est inscrit dans le droit. Tout à fait. Dans la situation coloniale, c'est inscrit dans le droit. C'est pour ça que l'héritage l'héritage est dans la pratique. Mais enfin, les résultats, dans une large mesure, sont les mêmes. Ça s'appelle aussi l'apartheid. Puisque la conséquence de ce double statut, de l'existence d'une population qui n'a pas les mêmes droits que les autres, qui est dangereuse, qui doit être tenue en respect, ça s'appelle l'apartheid. Hein. Et c'est... Je pense que les mots... bon, moi, après, c'est mon avis. Je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Bien sûr, c'est pas... Apartheid, colonisation. On ne peut pas dire que c'est la situation actuelle dans laquelle on est. Mais en revanche... C'est une situation juridique. Voilà. On est tout à fait d'accord. Ceci dit, ça tend à devenir une situation de facto. Et si vous observez bien nos fans de la République, nos grands, ceux qui n'ont que la République à la bouche, en particulier au PS, ce sont des gens qui ont une passion tout à fait étonnante pour l'État d'Israël. Et pour la manière dont l'État d'Israël gère certaines populations. Parquer une population dans certaines zones du territoire parce qu'elle est dangereuse et laisser de facto, pas forcément juridiquement, les forces de l'ordre à peu près faire tout ce qui doit être fait, sauf quand vraiment ça va trop loin, alors là on se récrit. C'est filmé. Il y a un endroit au monde où c'est comme ça, le seul, où c'est vraiment d'une manière c'est une situation post-coloniale, entre parenthèses, évidemment, c'est l'État d'Israël. Je suis désolé, mais à un moment donné, on ne peut pas ne pas être troublé par ces situations si on veut voir la généalogie coloniale de tout ça. Sachant qu'en plus, il y a le fait que beaucoup de ces populations racisées sont issues de l'Algérie, et on en parlait à l'instant, la perte au fond de l'Algérie, parce que c'est quand même ça. C'était une colonie de peuplement. Pendant un siècle et demi, des Européens s'y sont enracinés. Quand ils sont partis, c'était la Xème génération, ils ont considéré qu'on leur avait pris leurs terres. Et ça peut se comprendre, puisque ça faisait parfois plus d'un siècle que c'était la leur. Ils ne se souvenaient plus qu'en fait, leurs ancêtres l'avaient prise, eux. Oui, voilà, ça a des effets. Bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, quand même. Je pense que c'est là, je pense qu'on a un point de désaccord profond. Je pense que la question d'Israël est complexe et je pense qu'il ne faut pas... Elle est très complexe. Je pense qu'il faut faire attention aux comparaisons ou quoi que ce soit. Mais surtout, moi, je pense vraiment que c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas simplifier la situation. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais il ne faut pas... la situation est complexe. C'est-à-dire que c'est des mécanismes structurels, on l'a dit,
à la fois de discrimination. C'est un imaginaire qui est aussi encore très présent, qui n'est pas forcément d'ailleurs, conscient chez certaines personnes qui ont très bonnes intentions. Quand on voit les discriminations au travail, les discriminations par exemple pour avoir un logement, etc., c'est pas forcément des choses qui sont conscientes. Il y a un racisme aussi conscient et qui monte d'ailleurs dans le pays et qui est tout à fait inquiétant et qui va de pair avec la montée de l'extrême droite. Mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus inconscientes, qui sont de l'ordre... Vous parlez d'Israël ou de la France ? Non, de la France. Et que du coup, je pense que c'est pas lié à des questions qu'on pourrait qualifier d'apartheid ou de colonial ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont plus complexes, qui sont plus ancrées dans le fonctionnement social du pays. Et c'est aussi en regardant cette complexité qu'on peut faire avancer les choses, au sens où si on voit la question qui est structurelle mais qui n'est pas dans l'ordre juridique, c'est ça que je veux dire, je pense qu'on regarde mieux les choses quand on voit les choses aussi dans leur complexité et qui ne se réduisent pas à soit des comparaisons étrangères ou quoi que ce soit. C'est juste ce que je veux dire. Il y a une complexité. Je pense qu'il y a peut-être une tentation aussi. Il peut y avoir une complexité, des similitudes à la fois. Mais quand on compare, on ne dit pas que les choses sont identiques. Au contraire, sinon on ne les comparerait pas. Mais quand on dit sont des choses différentes, on est bien d'accord. Etc., je trouve qu'on est un peu à côté parce que, à mon sens, encore une fois, parce que du coup, on est tellement dans l'exagération, on est tellement malheureusement, aller se promener dans certaines banlieues et voir ce qui se passe. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne description, qui est en fait une situation, je pense, beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus inscrit dans les mentalités, et que c'est contre ça qu'il faut lutter. Et j'ai l'impression que quand on décrit quelque chose de manière un peu excessive, c'est pas forcément la meilleure manière pour lutter. Voilà. C'est juste mon avis, je me permets de le donner. Après, Julien, si tu veux peut-être clarifier de nouveau ton propos, mais je pense que ce que Julien voulait dire, et ça on était tous d'accord en tout cas au début de cette émission, c'est que ces jeunes issus des quartiers populaires n'ont pas forcément les mêmes droits. Le droit aussi à, ne serait-ce que l'égalité des chances à l'école, c'est un rêve très lointain pour eux. L'accès au logement aussi est très compliqué. Un horizon qui est complètement bouché, des contrôles aux faciès qui sont répétés, ce qui existait du temps d'ailleurs aussi de l'Algérie coloniale. Il y a des territoires aujourd'hui et depuis des décennies en France où les populations ne vivent pas du tout dans les mêmes conditions que les nôtres ailleurs, sont soumises à des violences et à un arbitraire policier que les autres catégories de la population ne connaissent pas. Souvenez-vous Théo et ce qu'il a subi de la part de policiers. Là, il se trouve qu'il y avait des caméras. Mais et bien souvent, il n'y en a pas. Donc, des territoires dans lesquels, de facto, un autre ordre règne qu'ailleurs, ça commence à ressembler à quelque chose qui est de l'ordre de l'apartheid. Voilà. Après, j'ai pas dit que c'était juridiquement dans les textes. J'ai pas dit que c'était juridiquement dans les textes, bien entendu. Cette violence est justifiée par des politiques, par des journalistes, des éditorialistes. Voilà, une on a manière un pouvoir de avec des relais médiatiques qui viennent gérer... justifier ce qui se passe dans ces quartiers. Une manière de gérer ça sans mettre la ségrégation dans les textes, parce que c'est parfaitement illégal au regard de toutes les normes internationales, c'est justement l'état d'exception. Parce que justement, l'état d'exception, il lève toute une série de barrières et il va permettre de se comporter de la manière nécessaire ici et d'une autre manière là, sans que ce soit dans les textes. Après, vous dites c'est illégal ou quoi que ce soit. Oui, mais si l'extrême droite arrive au pouvoir demain, la préférence nationale, elle le mettra en place. Et on peut être certain qu'elle trouvera des manières de mettre en place des lois tout à fait discriminatoires, etc. Et c'est ça aussi, je reviens un peu à notre discussion, mais c'est un débat. Voilà, c'est que... comment dire encore une fois, décrire la situation de manière précise et sans non plus rentrer peut-être dans une sorte d'outrance parfois, etc. C'est aussi ce qui nous permet de nous dire qu'il y a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et qui, si elle accède au pouvoir, là, on rentre dans un autre régime. Mais là, en effet... En Israël, cette extrême droite est au pouvoir. C'est là qu'il y a une fois de plus des similitudes. En Israël, l'extrême droite est dans une coalition, en effet, et c'est tout à fait inquiétant ce qui se passe. D'où les grandes mobilisations. Voilà, mais... La réponse ne consiste pas à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Mais non, mais au contraire, je pense que toute notre discussion, on a partagé. Mais c'est juste, moi, la différence que j'ai, ça sera seulement sur certains mots et certaines qui, pour moi, seront un peu excessifs. Il peut devenir important de mettre des mots sur les choses. Pour terminer sur l'hypothèse que vous faites,
de l'extrême droite qui arriverait au pouvoir et qui, dites-vous, inscrirait là carrément dans la loi des mesures discriminatoires. C'est quand même un scénario qui sert à se faire peur, en tout cas, c'est sûr, mais qui n'est pas très probable. La vraie question dans ce cas-là, ce serait de savoir dans quelle mesure la bourgeoisie française, petite, moyenne, serait prête à suivre un gouvernement dans cette voie, sachant que les institutions internationales s'inscriraient en faux et que ce serait quand même assez difficile à gérer. Il faudrait d'ailleurs, de toute façon, qu'il y ait une majorité de l'extrême droite à l'Assemblée nationale, ce qui est un scénario, voilà, il ne suffit pas qu'il y ait l'élection de quelqu'un d'extrême droite. Il faut encore que cette personne puisse gouverner, même si la Ve République donne de très larges pouvoirs à l'exécutif. Il y a quand même un certain nombre de limites. Voilà, un gouvernement qui fait, dans une large mesure, la politique de l'extrême droite, tout en se présentant comme un garde-fou contre l'extrême droite, c'est aussi un dispositif qui est extrêmement pernicieux et qui peut nous emmener vraiment dans le décor, je dirais. Alors, on va devoir conclure, messieurs. J'avais encore plein d'autres questions. Peut-être une dernière. Comment on met un terme finalement au cycle de la violence? Quelle politique devrait être menée pour éteindre cette colère populaire? Très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, en un mot, il est évident que si le gouvernement avait un peu le sens des responsabilités, déjà il annoncerait l'abrogation de cette loi, c'est la chose la plus évidente, de cette loi de 2017 et de cet article en particulier qui a considérablement aggravé la situation par rapport au refus d'obtempérer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans l'idéal aussi, une réforme de la police, du cadre régissant l'action policière, la question de l'IGPN qui devra être posée. Bref, en tout cas, un vrai questionnement, quitte à que ce soit, vous savez, des états généraux ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais en tout cas, un vrai questionnement sur le maintien de l'ordre. Et puis enfin, évidemment, peut-être revenir, si on est réaliste, revenir au plan Borloo, qui quand même prévoyait, je crois, 50 milliards. Il y avait 19 propositions, 50 milliards d'euros sur la table. Ça a été jeté à la poubelle plus ou moins. Il y a quelques petites mesures qui ont été reprises. Bon, bah ça, si on est réaliste, ça serait déjà un bon début de la part du gouvernement. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la voie qu'il voudrait prendre. Julien. Ce qu'on a pu voir de la personnalité d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir, c'est extrêmement improbable qu'il reconnaisse quelque tort que ce soit à sa politique. Il a vraiment une personnalité dont on comprend, en fait, à son entourage, le dit de plus en plus, qui est extrêmement autoritaire, qui ne supporte pas la contradiction. Alors, ceci dit, comme la loi de 2017, qui est quand même le déclencheur direct de la multiplication des meurtres policiers, a été passée, non pas par lui, mais sous un gouvernement précédent, par Bernard Cazeneuve, on pourrait imaginer que ça lui permette de dire en fait, c'était une erreur de mes prédécesseurs. Et on pourrait imaginer qu'il revienne dessus. Franchement, j'y crois pas parce que, encore une fois, Emmanuel Macron, aussi autoritaire et imbu de sa personne qui soit, est absolument pieds et poings liés face aux syndicats policiers. C'est-à-dire que s'il y a une rébellion des policiers, et je rappelle qu'il y avait des mouvements policiers qui ont abouti à la manifestation devant l'Assemblée nationale dont on parlait l'autre jour, régulièrement, ces dernières années, de protestations parce qu'ils sont épuisés. Évidemment, la gestion par la répression de l'impopularité des mesures qui sont prises contre la volonté du peuple, ça demande beaucoup d'énergie. On a beau augmenter le budget de la police, on a beau mieux les armer, ils sont épuisés. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une vraie grande policière. Donc Emmanuel Macron, il est pieds et poings liés face à la police. Okay, donc ça risque pas d'avancer. Je ne crois pas. Pour raconter sur les acteurs de la société civile, peut-être, pour faire avancer au niveau local. On va devoir conclure, mais je voudrais peut-être soulever une piste, une solution qui avait été celle qu'avait choisie Jacques Chirac en 2005, au lendemain des révoltes qui ont fait suite donc à la mort de Zaïd Bouna. Il avait convoqué les patrons de chaînes pour leur demander de refléter un peu mieux la diversité de la société française. Et donc il y a un lien à faire entre la question des révoltes et cette question d'une meilleure représentativité, donc de la reconnaissance de ces populations dans l'espace médiatique, à la télé, qui sont vues comme des lieux de reconnaissance en sociologie des médias. C'était une... Ouais.
Ça, Nadia, j'ai peur que ça ne change pas vraiment grand-chose. Hein. L'un des derniers crimes policiers aux États-Unis qui a défrayé la chronique, un noir de plus assassiné par la police, il a été perpétré par des noirs. Et je veux dire, malheureusement, c'est justement ça un problème systémique. Il y a un problème systémique. Ce n'est pas un problème de personne. Donc, je veux dire, on pourrait avoir plein de noirs, plein d'arabes à la télé et plein de noirs, plein d'arabes journalistes. Il n'y a pas que la question de la représentativité, la question c'est la représentation et donc des discours. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des arabes et des noirs à la télé, il s'agit aussi de défendre des discours peut-être plus inclusifs. Oui, mais voilà, malheureusement, c'est pas parce qu'il y aura plus de gens, même s'il le faut, issus de ces populations-là, qui auront la parole, que le discours qu'ils feront passer remettra en cause le système. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un enjeu qui est central et qui est la lutte contre la discrimination. Alors, il y a certainement beaucoup de choses qu'on n'a pas encore tentées sur cette chose-là, mais il est évident que ce soit de la discrimination positive ou des mécanismes beaucoup plus ambitieux en matière de lutte contre la discrimination, que ce soit à l'emploi, par rapport au logement, que dans tous les domaines de la société, ça, c'est peut-être le problème numéro 1 qui est le plus central et qui explique une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui. C'est évident qu'il faut quelque chose de très ambitieux en la matière. Je vais conclure. J'aurais aimé poursuivre cette discussion avec vous. On va la poursuivre avec Malika Mansouri, toujours sur ce sujet des révoltes et notamment des révoltes post-coloniales. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous rappelle que nous lançons cette campagne de milieu d'année. Si nous voulons survivre à la télé et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 € de dons. On est déjà à plus de 50 000 € récoltés. Je vous rappelle, rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour poursuivre ces échanges très instructifs. Merci, messieurs. Merci.